Il existe des photographies qui ne devraient même pas exister. Des images qui enfreignent les lois de la nature, qui brisent l'âme. Aujourd'hui, je vais vous en montrer une. C'est une photo de mariage. Elle a été prise dans un petit bureau d'état civil, quelque part dans un coin perdu de Tamaulipas. Le marié porte un costume trop grand pour lui. Beaucoup trop grand. Son visage est celui d'un enfant. Parce que c'est un enfant. 12 ans, peut-être 13. Son regard est vide, perdu, comme si son âme avait été chassée de son propre corps. La mariée est une femme âgée. Elle a plus de 70 ans. Ses rides sont profondes, comme des sillons dans la terre sèche. Mais ses yeux ne sont pas ceux d'une grand-mère tendre. Ils sont perçants, possessifs, triomphants. Sa main, couverte de taches de vieillesse, agrippe le bras de l'enfant avec une force que la photographie ne peut cacher, mais que l'on ressent. On la sent comme du fer rouge. Lui, c'est Javier. Elle, c'est Elvira. Lui, c'est son petit-fils. Et elle, sa femme. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est la chronique d'une horreur silencieuse, d'une situation familiale complexe qui s'est perpétuée de génération en génération, cachée dans les murs en adobe d'une maison que le temps a refusé de détruire. C'est l'histoire d'un mineur qui a été marié à sa propre grand-mère. Et de la façon dont un système conçu pour le protéger lui a tourné le dos. Encore et encore. Je m'appelle Matteo Del Valle, et vous écoutez Realidad Prohibida. Je m'appelle Matteo Del Valle, et vous écoutez Realidad Prohibida. Brève pause musicale, intense et courte. Si vous pensez que ces histoires doivent être racontées. Si vous estimez que le silence est complice de l'horreur, abonnez-vous. Rejoignez cette communauté. Non pas pour assouvir votre curiosité morbide, mais pour éclairer les recoins les plus sombres de notre réalité. Pour qu'aucune autre photo comme celle-ci ne soit jamais prise. Jamais. Notre histoire commence non pas par l'horreur, mais par l'espoir. Cet espoir avait un nom. Sofia. Maestra Sofia. Elle est arrivée à Olvido, dans l'état de Tamaulipas, en août 2018. Un petit village écrasé par le soleil. Un endroit où la poussière colle à la peau et où l'avenir semble être une photocopie usée du passé. Sofia était jeune. Idéaliste, elle croyait au pouvoir de l'éducation pour briser les chaînes. On lui a assigné la 5e année de la seule école primaire du village. Une école aux murs écaillés et aux fenêtres cassées. C'est là qu'elle a rencontré Javier. Dès le premier jour, Sofia a su que quelque chose n'allait pas avec cet enfant. Il n'était pas comme les autres. Les autres enfants couraient, ils criaient. Ils jouaient pendant la récréation. Ils se bousculaient, riaient, vivaient leur enfance avec l'énergie chaotique qui leur correspondait. Pas Javier. Javier s'asseyait seul dans un coin de la cour. Toujours le même coin, sous un arbre sec qui ne donnait pas d'ombre. Il ne jouait pas. Il ne parlait pas. Il dessinait seulement. Encore et encore, sur chaque feuille de son cahier, il dessinait la même chose. Une maison. Une maison à 2 étages, avec des fenêtres qui ressemblaient à des yeux fermés et une porte qui n'avait jamais de poignée. Sofia a essayé de s'approcher. « Que dessines-tu, Javier ?» lui demanda-t-elle un jour, d'une voix aussi douce que possible. L'enfant ne leva pas les yeux. Il continua à tracer les lignes de la maison. Sa main bougeait avec une précision mécanique. « Ma maison », murmura-t-il. Sa voix était un fil, fragile, à peine audible. « Elle est très jolie, » dit Sofia. « Tu vis là-bas avec tes parents ?» Javier s'arrêta. Le crayon resta suspendu au-dessus du papier. Pendant une seconde, Sofia vit sa main trembler. « Je vis avec elle, » répondit-il. « Avec ta maman ?
avec Elvira. Il ne dit pas « ma grand-mère ». Il dit « Elvira », comme s'il s'agissait du nom d'une divinité ou d'une geôlière. Sophia sentit un frisson la parcourir, malgré la chaleur étouffante de la cour. Un froid qui naquit dans sa nuque et lui parcourut le dos. Les jours se transformèrent en semaines. Le schéma ne changeait pas. Le silence de Javier était un mur. Ses dessins de la maison s'emportent, une obsession. Ses yeux, ceux d'un vieillard prisonnier du corps d'un enfant de 12 ans. Lors des réunions de parents, personne ne venait chercher Javier. Sophia posait des questions. Les autres enseignants haussèrent les épaules. « C'est le fils de Doña Elvira », disait-il, comme si cela expliquait tout. C'est une famille bizarre. Bizarre. Ce mot n'était pas suffisant, pas pour Sophia. Un vendredi après-midi, elle décida qu'elle ne pouvait plus attendre. L'inquiétude la rongeait de l'intérieur. C'était un nœud dans l'estomac qui ne se dénouait pas. Elle chercha l'adresse dans les archives de l'école. Cal Soledad, numéro 13. Le nom de la rue était une prémonition. Sophia marche dans les rues poussiéreuses d'Olvido. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de violet. Les gens s'asseyaient devant leur porte, cherchant un peu de fraîcheur. Ils la regardèrent passer. La nouvelle enseignante. L'étrangère. La maison se trouvait au bout de la rue, isolée. C'était la maison du dessin, identique, les mêmes fenêtres aveugles, la même aura d'abandon. La peinture de la façade était craquelée, comme de la peau sèche. Il n'y avait pas un seul bruit, pas même un chien qui aboyait, pas même une radio allumée. Le silence, un silence pesant, anormal. Sophia sentit son cœur battre fort dans sa gorge. Ses mains étaient moites. Elle voulut faire demi-tour, retourner dans son petit appartement loué et oublier ce qu'elle avait vu. Oublier Javier. Oublier cette maison. Mais elle pensa aux yeux de l'enfant. Vide. Elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte en bois. La porte qui, sur les dessins, n'avait pas de poignée. Le son résonna dans le silence. Section définitive. Plusieurs secondes s'écoulèrent, ou peut-être plusieurs minutes. Le temps s'étira. Finalement, la porte s'ouvrit. Pas complètement. Juste une fente. Une femme âgée apparut dans l'obscurité du seuil. Elle était mince, voûtée. Ses cheveux, complètement blancs, étaient rassemblés en un chignon serré. C'était Doña Elvira. « Oui » dit-elle. Sa voix était étonnamment ferme, tranchante. « Bonjour. Je suis Sophia, la professeure de Javier. » La femme la scruta de haut en bas. Ses yeux étaient petits et noirs, comme 2 morceaux d'obsidienne. Il n'y avait aucune chaleur dans ce regard. Seulement une évaluation froide, calculatrice. « Javier est occupé », dit Elvira en commençant à fermer la porte. « Je voulais juste savoir si tout allait bien. Il n'est pas venu aux réunions et... » « Nous n'allons pas à ce genre de choses, » l'interrompit Elvira. « Javier étudie ici, à la maison. Ce qu'il a besoin de savoir, je le lui apprends. Mais l'école est une perte de temps. Je vous remercie de votre visite, Madame la professeure. » La porte se referma, avec un clic doux et définitif. Sophia resta là, devant le bois silencieux. Elle se sentait glacée. Une sueur froide lui coulait dans le dos. Elle avait un goût métallique dans la bouche. Le goût de la peur. Ce n'était pas seulement l'attitude de la femme. C'était autre chose. L'odeur qui émanait de la maison. Une odeur de renfermé, de vieille poussière et d'autres choses. Quelque chose de sucré et de nauséabond, comme des fleurs en décomposition. Elle regarda les fenêtres. Les rideaux épais et sombres
empêchèrent de voir quoi que ce soit à l'intérieur. Cette maison n'était pas un foyer, c'était un tombeau. Elle fit demi-tour et s'éloigna. Elle sentait le regard d'Elvira planté dans son dos à travers le bois. Alors qu'elle marchait, une voisine qui arrosait ses pots de fleurs sur le trottoir d'en face l'appela à voix basse. « Maîtresse !» Sophia s'approcha. La femme était âgée, le visage buriné par le soleil et les soucis. « Ne retournez pas dans cette maison », lui murmura la voisine, sans quitter des yeux la porte fermée d'Elvira. « Ce n'est pas un bon endroit. Que se passe-t-il dans cette maison ?» demanda Sophia en baissant également la voix. La femme secoua la tête. La peur était visible dans ses yeux. Des choses anciennes, des choses mauvaises. Cette femme, Elvira, n'est pas bien. Et cet enfant, pauvre créature. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet enfant ? La voisine se signa. On dit qu'elle le garde pour elle. Comme un trésor, ou comme une malédiction. Personne ne sait, mais personne ne s'en mêle. Et les autorités ? La police ? Insista Sophia. La femme eut un rire amer, sans joie. Écoutez, madame la professeure, ici, à Olvido, il y a des portes que personne n'ouvre. Et celle-là en fait partie. La police a des choses plus importantes à faire. C'est ce qu'ils disent. Sophia quitta les lieux, le cœur serré. Les paroles de la voisine résonnaient dans sa tête. Elle le garde pour elle. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle tournait et retournait dans son lit, l'image de la maison sans porte gravée sur ses paupières. Le lendemain, à l'école, Javier n'était pas là. Ni le jour suivant, ni le jour d'après. Une semaine passa. Javier ne revint pas. Sophia se rendit à la direction. Elle parla au directeur, un homme fatigué, sur le point de prendre sa retraite. « Monsieur le directeur, Javier n'est pas venu depuis une semaine. Je suis allé chez lui. Sa grand-mère ne m'a pas laissé le voir. Il se passe quelque chose de grave. » Le directeur soupira. Un long soupir, plein de résignation. Il ouvrit un classeur métallique qui grinça comme un animal blessé. Il sortit le dossier de Javier. « Regardez, madame Sophia, » dit-il en lui tendant un dossier mince. « Javier Morales, Doña Elvira Rivas est sa tutrice légale. La mère de l'enfant a quitté le village il y a des années. Elle l'a abandonné. Elvira l'a élevé. » Sophia ouvrit le dossier. Il y avait peu de documents. Un acte de naissance, un document de tutelle. Et au fond, plié en 4, un document officiel, avec des cachets et des signatures. Elle le déplia. Ses yeux lurent les mots, mais son esprit refusait de comprendre. C'était un acte de mariage. Contraignant A. Elvira Rivas, 74 ans. Contraignant B. Javier Morales, 12 ans. Date du mariage. Il y a 6 mois. L'air quitta les poumons de Sophia. Elle dut s'asseoir. La pièce se mit à tourner. Le grincement du classeur, le bourdonnement d'une mouche, tout était amplifié. « Ceci ne peut pas être, » balbutia-t-elle. « C'est un enfant. » Le directeur haussa les épaules. Un geste que Sophia allait commencer à détester. Le geste universel de l'indifférence. « Légalement, c'est votre mari. Le juge de district l'a autorisé. Dispense d'âge pour motif grave. La grand-mère a fait valoir qu'elle était malade, qu'elle n'avait personne, et que se marier avec l'enfant était le seul moyen de s'assurer qu'il hériterait de la maison et ne se retrouverait pas à la rue. Et ils l'ont cru. » La voix de Sophia était un cri étouffé. Les papiers étaient en règle. La tutelle, les documents. Personne n'a posé de questions. Ici, les gens se marient jeunes, madame la professeure. Peut-être pas si jeunes, mais
C'est une affaire de famille. Une affaire de famille. Cette phrase, l'excuse pour fermer les yeux, pour se laver les mains. Sophia eut un violent haut le cœur. Le goût métallique revint, plus fort cette fois. Elle se couvrit la bouche de la main. L'horreur avait un nom. Elle avait une date. Elle avait un cachet officiel. Ce n'était pas seulement une grand-mère tordue. C'était tout un système qui avait détourné le regard. Le directeur prit le dossier des mains tremblantes de Sophia. « Je vous recommande de ne pas vous en mêler, Madame la professeure. C'est pour votre bien. » Mais il était trop tard. Sophia était déjà impliquée, et elle n'allait pas s'en sortir. Pour comprendre la folie, il faut en déterrer les racines. L'histoire de la maison de la rue Soledad n'a pas commencé avec Javier, ni même avec Elvira. C'était un poison qui coulait dans les veines de cette famille depuis près d'un siècle. Sophia, obsédée, commença à enquêter. Elle passa des jours dans les petites archives municipales, une pièce humide où les documents se désagrégeaient au toucher. Elle parla aux plus anciens du village, ceux qui se souvenaient, ceux qui savaient. Et pièce par pièce, elle assembla le puzzle. La première fut Isabelle, l'arrière-grand-mère de Javier, née en 1920. Isabelle était une femme battue par la vie et par son mari, un homme brutal qui la traitait comme un animal. Elle eut plusieurs filles qui, dès qu'elles le purent, se marièrent et s'enfuirent. Mais elle eut ensuite un fils. Et dans cet enfant, Isabelle vit son salut, sa propriété. À la mort de son mari, Isabelle s'accrocha à son fils. Elle l'isola du monde. Elle le convainquit que toutes les autres femmes étaient fait mauvaises, que seule elle l'aimerait vraiment. Ils vécurent comme mari et femme, à huis clos. Le village le savait, les gens murmuraient. Mais personne ne fit rien. Affaire de famille. Ce fils eut une fille avec une femme du village, qui l'abandonna ensuite. Cette fille était Léonore, la grand-mère de Javier, la mère d'Elvira. Léonore grandit dans cette maison, témoin de l'horreur, apprenant le schéma familial. Elle reproduisit l'histoire. Elle eut plusieurs filles, puis un fils. Et elle s'accrocha à lui avec le même désespoir possessif que sa mère. L'histoire se répétait. Un écho inquiétant. La fille de Léonore, celle qui n'était pas le fils préféré, était Elvira. Elvira a grandi en observant sa mère et son frère vivre dans cette relation dysfonctionnelle. Elle a grandi en haïssant et en aspirant. Elle a compris que dans cette famille, le pouvoir n'appartenait pas à l'homme. Il appartenait à la femme qui le contrôlait. Elvira s'est mariée jeune. Elle s'enfuit de cette maison. Elle eut une fille, une seule. Appelons-la Laura. Mais le poison de la maison de la rue Soledad coulait déjà dans ses veines. Lorsque son mari la quitta, Elvira retourna au seul endroit qu'elle connaissait. La maison familiale. Sa mère et son frère étaient déjà morts. La maison était à elle, et avec elle, elle emmena sa fille Laura. Mais Laura n'était pas soumise. Elle a vu la folie dans les yeux de sa mère, la même folie qui avait consumé sa grand-mère. Lorsque Laura est tombée enceinte, elle a su qu'elle devait s'enfuir. Mais Elvira ne l'a pas laissé emmener le bébé. « Tu peux partir ?» lui a-t-elle dit. Mais l'enfant reste. C'est un Rivas. Il appartient à cette maison. Laura, terrifiée, s'enfuit. Seule, brisée. Elle disparut d'Olvido pour toujours. Et Elvira garde son petit-fils, Javier. Pour Elvira, Javier n'était pas un petit-fils. Il était sa deuxième chance. Il était le fils qu'elle n'avait jamais eu. L'instrument qui lui permettrait de reproduire le pouvoir qu'elle avait vu chez sa mère et sa grand-mère. Elle l'éleva dans un isolement total. Elle lui apprit à lire et à écrire,
mais uniquement avec de vieux livres qui se trouvaient dans la maison. Elle lui a rempli la tête d'histoires tordues. Que le monde extérieur était dangereux, qu'elle seule le protégerait, que son amour était le seul vrai, qu'ils étaient destinés l'un à l'autre. L'enfant a grandi sans connaître d'autres réalités. Sans autres enfants, sans télévision, sans jeu. Son seul univers était les 4 murs de cette maison et la figure omnipotente d'Elvira. Lorsque Javier eut 12 ans, Elvira décida que le moment était venu. Elle se rendit au tribunal. Elle raconta son histoire de problèmes de santé et d'abandon. Elle présenta les documents de tutelle. Elle utilisa les limites des connaissances et la bureaucratie du système à son avantage. Et un juge, sans poser la moindre question gênante, signa le document. Il a fait d'un mineur le mari de sa grand-mère. Il a légalisé cette situation problématique. Il a donné un cachet officiel à une tradition familiale d'inceste et d'abus qui pourrissait en silence depuis près de 100 ans. Sofia, avec toutes ces informations entre les mains, a senti que le monde se divisait en deux. Ce n'était plus seulement un enfant en danger, en un. C'était l'aboutissement d'une saga d'horreur générationnelle. Et elle était la seule à vouloir y mettre fin. Pause dramatique. Le premier obstacle auquel Sofia s'est heurtée était la police locale. Elle est entrée dans le petit commissariat. L'air sentait le café rance et la résignation. Un ventilateur de plafond tournait lentement, brassant l'air chaud sans le rafraîchir. Un officier, gros et vêtu d'un uniforme taché, l'écouta sans la regarder. Ses yeux étaient rivés sur un match de football, diffusé sur un petit téléviseur. Sofia lui expliqua tout. L'âge de l'enfant, l'isolement, le mariage. Elle lui montra une copie du procès-verbal. L'officier bâilla. Un long bâillement, bruyant, effronté. « Écoutez, madame l'institutrice, » dit-il en tournant enfin la tête. « Si la grand-mère ne le bat pas, si l'enfant a à manger et un toit, cela ne nous regarde pas. »« C'est un enfant !» s'écria Sofia, la voix tremblante de colère. « Il est marié à sa grand-mère. C'est un crime. » « Techniquement, dit l'agent en se grattant le ventre, ce n'est pas le cas. Un juge l'a approuvé. C'est une affaire familiale, un problème civil. Allez au DIF. Il s'occupe de ces choses-là. » Il se retourna vers la télévision. But. Le cri du commentateur emplit le bureau. Pour l'agent, la conversation était terminée. Sofia quitta les lieux avec un sentiment d'impuissance qui la brûlait de l'intérieur. Le système n'était pas là pour aider. Il était là pour détourner, pour passer la responsabilité à un autre bureau. Sa prochaine étape était le DIF, le système pour le développement intégral de la famille. La dernière ligne de défense pour les enfants. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Le bureau du DIF était un labyrinthe de couloirs gris et de portes identiques. Il y régnait une odeur de vieux papier et de désespoir. Après 2 heures d'attente, elle fut reçue par un travailleur social. Un jeune homme aux cernes profonds, avec une pile de dossiers qui menaçait de s'effondrer sur son bureau. Sofia raconta à nouveau son histoire, avec plus d'urgence, avec plus de détails. L'homme l'écoutait tout en tapant sur son ordinateur. Clic, clic, clic. Le son monotone de la bureaucratie. « Je comprends votre inquiétude, madame, » dit-il sans lever les yeux de son écran. Mais d'après le dossier, l'enfant n'est pas en danger physique. Il n'y a pas de signalement de violence. La tutrice légale, désormais épouse, garantit sa subsistance. Il a un toit. Un toit n'est pas un foyer, rétorqua Sofia. C'est une prison psychologique. Ils le détruisent de l'intérieur. L'homme soupira. Le même soupir que le directeur de l'école.
le soupir du système. La violence psychologique est très difficile à prouver, madame. Et l'annulation d'un mariage est une procédure judiciaire longue. Nous avons besoin de preuves irréfutables, d'un rapport psychologique, de témoins. Je suis témoin. Tout le village est témoin silencieux. Les rumeurs ne sont pas des preuves, madame. Regardez, dit-il en montrant la pile de dossiers. J'ai 50 cas d'enfants qui dorment dans la rue. Des enfants battus. Des enfants qui ont faim. Votre enfant a légalement une famille. Je suis désolé. Sophia se leva. Elle sentait ses jambes faiblir. Sa tête bourdonnait. « Alors, vous n'allez rien faire ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. L'homme leva les yeux pour la première fois. Ses yeux étaient vides de toute émotion. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait vu trop d'horreur et avait décidé de ne plus rien ressentir pour survivre. Faites un rapport écrit. Remplissez le formulaire 3A. Décrivez vos soupçons. Nous l'ajouterons au dossier. Si quelque chose de nouveau apparaît, une preuve physique, appelez-nous. L'ajouter au dossier. Ce n'était pas une solution. C'était un enterrement dans une tombe de papier. Sophia quitta le bâtiment avec une sensation d'étouffement. Le soleil de Tamaulipas lui semblait froid. Le monde était un endroit hostile, régi par les formulaires et les dossiers. L'horreur n'était pas combattue. Elle était classée. Mais Sophia n'abandonna pas. Elle passa les semaines suivantes obsédée par cette affaire. Elle réussit à joindre par téléphone un ami psychologue de la capitale. Elle lui décrivit le comportement de Javier, ses dessins, son mutisme. Le psychologue fut clair. Syndrome de Stockholm, isolement induit, abus narcissique extrême. Cet enfant est une bombe à retardement psychologique. Forte de cet avis, d'expert, même s'il n'était pas officiel, Sophia est revenue à la charge. Elle a obtenu un rendez-vous au tribunal de district. Elle voulait parler à quelqu'un, n'importe qui. Elle a été reçue par un greffier, un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume gris et affichant une expression d'ennui perpétuel. Son bureau sentait la cire pour parquet et la justice différée. Sophia exposa à nouveau le cas, avec l'avis du psychologue, avec les actes de naissance de la famille qu'elle avait dénichés, avec l'histoire générationnelle. Le greffier l'écouta avec une patience feinte, en regardant sa montre. Lorsque Sophia eut terminé, il joignit les mains sur son bureau. « Mademoiselle, Sophia, dit-il, comme s'il avait du mal à se souvenir de son nom. Le juge qui a signé cette dispense a pris sa retraite. Et même si ce n'était pas le cas, à l'époque, les documents étaient en règle. La tutrice légale a demandé le mariage afin de protéger le patrimoine du mineur. D'un point de vue strictement légal, il n'y a pas eu de prévarication. Mais c'est immoral, c'est monstrueux. Le greffier sourit. Un sourire fin, sans vie. La morale et la loi, mademoiselle, suivent souvent des chemins différents. Si vous souhaitez annuler ce mariage, vous avez besoin d'un avocat. Vous devez intenter un procès. Prouver que le consentement du mineur était vicié. Cela coûte du temps et de l'argent. Beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'était un autre mur. Le mur de l'argent. Le mur de la lenteur judiciaire. Sophia se sentit petite, insignifiante. Une simple enseignante face à un Goliath d'indifférence et de légalisme. Avant qu'elle n'ait pu répliquer, le secrétaire se leva. L'audience était terminée. De plus, ajouta-t-il en l'accompagnant jusqu'à la porte. Maintenant qu'ils sont mariés, toute intervention sans mandat judiciaire pourrait être considérée comme une violation de la vie privée du foyer, un foyer légalement constitué.
La porte se referma derrière elle. Avec un léger clic, Sofia resta dans le couloir du tribunal. Les murs blancs et froids semblaient se rétrécir autour d'elle. Elle eut envie de crier, de frapper quelque chose, mais à la place, elle se serra dans ses bras. Elle tremblait, un tremblement incontrôlable qui venait du plus profond d'elle-même. Le système ne l'avait pas aidée. Le système avait protégé le monstre. Il lui avait donné un bouclier juridique, un château de papiers et de cachets. La justice n'était pas aveugle. Elle était morte. Et on l'avait enterrée sous une montagne de bureaucratie. C'est dans ce moment de désespoir total que Sofia prit la décision qui allait tout changer. Si le système ne voulait pas l'écouter, elle ferait en sorte que le monde entier l'écoute. Elle contacta un journaliste. Un jeune reporter d'un journal numérique de la capitale de l'État. Quelqu'un qui avait soif d'une bonne histoire. Au début, le journaliste s'est montré sceptique. Cela semblait trop incroyable. Trop tordu pour être vrai. Sofia lui a tout envoyé. Les copies des documents, l'acte de mariage, les noms, les dates, son témoignage. 2 jours plus tard, le journaliste l'a appelé. Sa voix était différente, pleine d'incrédulité et de colère. « Tout est vrai », a-t-il dit. « J'ai vérifié. » « Mon Dieu, madame, c'est monstrueux. » L'histoire a été publiée un lundi matin. Le titre était une bombe, et il a explosé. En quelques heures, l'histoire était virale. Elle a été reprise dans les médias nationaux, puis internationaux. Le nom du village, Olvido, était soudainement sur toutes les lèvres. La maison de la rue Soledad, dans tous les journaux télévisés. Le scandale était énorme. Désormais, le système ne pouvait plus l'ignorer. Non par justice, non par moralité, par honte. Soudain, les téléphones du DIF, de la police et du tribunal n'arrêtaient plus de sonner. La pression médiatique était insupportable. Les mêmes fonctionnaires qui avaient fermé la porte à Sofia donnaient désormais des conférences de presse. Ils promettaient une enquête approfondie. Ils parlaient de « aller jusqu'au bout ». C'était du théâtre. Un cirque cynique pour limiter les dégâts. 1 semaine après l'éclatement du scandale, un convoi de véhicules officiels est arrivé à Olvido. Des policiers d'État, des travailleurs sociaux de la capitale, des psychologues. Ils ont brisé le silence de la rue Soledad. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont fait sortir Javier. Les caméras de télévision l'ont filmé. Un enfant pâle, mal nourri, le regard complètement perdu. Il clignait des yeux face à la lumière du soleil comme s'il ne l'avait jamais vu. Il s'accrochait à la main d'une assistante sociale. Mais son corps était rigide, absent. Ils ont fait sortir Elvira, une femme âgée, fragile. Elle criait qu'on lui volait son mari, son enfant. Le système avait enfin agi. Mais ce n'était pas une victoire. C'était le début d'une autre tragédie. Elvira a été internée dans un hôpital psychiatrique. Les diagnostics faisaient état d'un trouble délirant, d'un complexe messianique tordu. Elle n'a jamais été jugée pénalement. Elle a été déclarée mentalement incapable. Elle est morte 2 ans plus tard, seule, dans un lit d'hôpital. La maison de la rue Soledad est restée vide, murée, pourrissant lentement, gardant ses secrets pour toujours. Et Javier ? Javier a été la véritable victime de cette histoire. Il a été emmené dans un centre pour mineurs. On espérait que, loin d'Elvira, il s'épanouirait, qu'il retrouverait son enfance. Mais il était trop tard. Le mal était déjà fait. Il était profond, irréversible. Javier ne savait pas comment être un enfant. Il ne savait pas jouer. Il ne savait pas interagir avec les autres. Le monde extérieur, qu'Elvira lui avait dépeint comme un enfer, le terrifiait. Il passait ses journées dans un coin,
en silence, sans regarder personne. Les psychologues ont travaillé avec lui pendant des années. Ils ont essayé de défaire le nœud qu'Elvira avait noué dans son esprit, mais le nœud était trop serré. Javier n'est jamais redevenu Javier. Parce qu'il ne l'avait jamais été. Il était une création d'Elvira. Et sans sa créatrice, il était perdu. La dernière fois que Sofia a eu de ses nouvelles, Javier avait 18 ans. Il vivait dans un établissement pour adultes souffrant de troubles mentaux. Un jeune homme avec le corps d'un homme et l'esprit fracturé d'un enfant qui n'avait jamais existé. Il passait ses journées à regarder par la fenêtre. Peut-être cherchait-il une maison aux yeux aveugles et à la porte sans poignée. Le système ne l'a pas sauvé. Il a seulement changé sa cage. D'une cage d'adobe et de contrôle psychologique à une cage aux murs blancs et à la pitié institutionnelle. L'histoire de Javier et Elvira n'est pas seulement celle d'une famille brisée. C'est le portrait de notre propre échec. L'échec d'une société qui préfère archiver l'horreur plutôt que de l'affronter. D'un système qui protège les procédures plutôt que les personnes. Elle nous enseigne que les monstres les plus terrifiants ne se cachent pas toujours dans l'obscurité. Parfois, ils se cachent en plein jour. Protégés par notre indifférence, par notre silence, par notre habitude confortable de dire « c'est une affaire de famille ». Je suis Matteo Del Valle et rendez-vous dans la prochaine Réalité interdite.